Il y a 7000 ans, un phénomène inédit dans l'histoire de l'humanité se produit sur les rives du Morbihan. Alors que vivaient encore là, il y a peu, des sociétés de chasseurs mésolithiques, des groupes d'un genre nouveau se lancent dans la construction de grandes architectures de pierre. Pour la première fois, avec ces milliers de tombeaux et de pierres dressées, des sociétés vivant de l'agriculture et de l'élevage vont modifier radicalement le paysage à grande échelle. De la Ria d'Etel à la presqu'île de Rhuys, en passant par Carnac, Quiberon et les îles, les archéologues ont délimité une zone de 17 000 hectares comprenant 500 sites d'intérêt majeur, tantôt bien visibles, tantôt invisibles, c'est-à-dire enfouis ou immergés. Ce territoire est parmi les plus riches au monde en monuments dits mégalithiques. Cet essor architectural dure 2 millénaires, pendant lesquels le territoire se couvre de milliers de stèles et de tombeaux. Ce phénomène sans équivalent donne au paysage une identité singulière, témoignant de l'expérience inédite vécue par les sociétés néolithiques sur ce littoral il y a 7000 ans. Après plusieurs découvertes majeures ces dernières années, comme les échanges de biens précieux ou bien le décryptage des stèles gravées, les chercheurs ont délimité un territoire doté de 5 attributs révélant la cohérence de ces paysages anciens à valeur universelle. On a cherché quelques grandes catégories d'objets, quelques grandes catégories de données archéologiques. La première famille, ce sont bien entendu les stèles, soit quand elles sont isolées, mais elles sont rarement isolées, soit quand elles sont agencées en ligne, ce qu'on appelle les barres de stèles, et qui plus est quand ces barres de stèles sont démultipliées jusqu'à 12 ou 13 fois dans le secteur carnacois, mais jusqu'à une vingtaine dans le secteur de Quiberon. Ces ouvrages de stèles, il fallait en faire l'inventaire, il fallait les placer dans la topographie de ce secteur, entre la Ria d'Etel et la Ria de Pénerf, à l'issue de quoi on a pu essayer de comprendre comment s'organiser dans l'espace, dans la topographie, ces barres de stèles. La deuxième grande famille de données, c'est bien entendu ce qui fait la caractéristique de ce secteur, c'est cette composante funéraire. Qu'il s'agisse des cistes, c'est-à-dire des tombes individuelles sous tertre, circulaires, tertre allongé, ou qu'il s'agisse des tombes à couloirs, qui sont un autre type d'architecture funéraire. Il a fallu en faire là encore un inventaire. C'est donc notre deuxième attribut en termes UNESCO. Parmi ces sépultures, les 3 tumulus de Carnac, Arzon et Locmariaquer se distinguent par leur gigantisme, mais aussi par leur ancienneté. Aux origines du phénomène mégalithique européen, ils ont été construits entre 4700 et 4500 avant notre ère. Ces vénérables édifices témoignent d'un moment décisif dans l'histoire des sociétés néolithiques. Cette histoire se raconte en détail sur les stèles gravées, autre attribut majeur du territoire. Le troisième ensemble, c'est la dimension symbolique, l'art pariétal ou l'art rupestre, qui conjugue les stèles et les tombes parce que souvent ces tombes contiennent d'anciennes stèles gravées. Ces représentations nous donnent un accès direct à la pensée avec toutes les composantes que l'on peut imaginer, qu'elles soient poétiques, de l'ordre du récit, de l'allégorie, etc. Donc c'est vraiment très très intéressant de pouvoir décrypter ces gravures. On arrive ainsi sur le quatrième attribut, qui sont les dépositions. Ce sont des haches, des lames polies, dans des matériaux rares et précieux, comme le jade, comme les fibrolites. Ce sont parfois aussi des perles ou des pendeloques, dans des matériaux tout aussi lointains d'origine, comme la varicite, la turquoise, qui nous viennent ou d'Andalousie ou du nord-ouest de l'Espagne. Ces objets vont être disposés loin du corps, mis en scène, parfois même à l'extérieur de la tombe, ou alors dans des points aussi névralgiques du paysage. Dès lors qu'on avait compris qu'ils étaient immergés ou enterrés dans des secteurs très importants pour comprendre l'espace de conception architecturale, alors ces objets devenaient prioritaires dans notre compréhension du modèle. Et enfin, pour globaliser l'ensemble, il y a cette composante maritime, ce paysage de littoral qui est important, puisque si l'on prend le secteur le plus classique, entre Erdevenne et Carnac, on s'est rendu compte que ce qu'on appelait plateau est en réalité une dépression qui est encore humide aujourd'hui, qu'il l'était au néolithique. L'eau a du mal à circuler.
Les ruisseaux sont d'ailleurs très peu importants, mais tous ces ruisseaux ont bien entendu des exutoires sur la mer, du côté de la Grande Mer avec les plages d'Erdévenne, de Bels, de Plouarnel, ou bien côté baie de Quiberon, côté Petite Mer, côté Morbihan. Et là on s'est rendu compte qu'en fait que des grands ouvrages de stèles s'implantaient sur des zones de transition, de passage entre des bassins versants. Donc il y avait comme une espèce de ceinture qui englobait donc cette dépression humide, à l'intérieur de laquelle s'était implanté un nombre considérable de tombes, et que qui plus est, les dépositions du jade ou de la varicite verrouillaient en quelque sorte toutes les entrées d'eau vers cette zone centrale. Aux côtés de cette zone centrale, les archéologues ont identifié 3 autres aires géographiques où les différents attributs sont en relation les uns avec les autres, révélant la conception originale du paysage des néolithiques. L'aire numéro 2 englobe la presqu'île de Quiberon et le bassin du Kerboulevin, ceinturé par un grand alignement de menhirs descendant jusqu'à la plage. À quelques mètres du rivage, des haches en jade ont été découvertes sous l'eau. Plus loin, les archéologues ont trouvé d'autres grandes stèles prolongeant l'alignement beaucoup plus loin qu'on ne le pensait. Encore ignoré il y a peu, cet ouvrage rivalise par son ampleur avec les alignements de Karnak. Ce périmètre identifié comme potentielle réserve archéologique promet de belles découvertes futures. Mais c'est probablement le golfe du Morbihan qui recèle les plus profonds mystères. Dans cette ancienne zone d'estuaire, les néolithiques ont élevé de grands ouvrages de stèles, en partie immergés aujourd'hui. Cette zone abrite aussi 2 des 3 tumulus géants, le tumulus du Manéherweg sur la presqu'île de Locmariaquer et le tumulus de Tumiac sur la presqu'île de Ruisse. Dressés aux extrémités du golfe, ces tombeaux contenaient des centaines d'objets précieux. Quant au cairn de Gavrinis, célèbre pour ses gravures très bien conservées, il se trouve au cœur du golfe. Une 4e aire située au confluent des rivières du Bonneau et d'Auray conjugue tous les éléments caractéristiques d'un paysage de mégalithes. 2 grandes sépultures coudées, faites de stèles gravées, sont implantées au passage le plus étroit entre les rives. Quel message les néolithiques nous ont-ils laissé en façonnant ces paysages il y a bientôt 7000 ans ? L'architecture des monuments, le décryptage des gravures, l'étude des matériaux précieux permettent aujourd'hui aux archéologues de comprendre la vision du monde profondément originale qui s'exprime au sein de ces très anciennes sociétés néolithiques, dont l'influence se développera à l'échelle de l'Europe pendant 2000 ans.